Salut à tous, c'est Benji, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser plusieurs questions, j'en ai sélectionné certaines et je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de continuer la vidéo, surtout n'oublie pas de t'abonner, je vais être beaucoup plus actif sur YouTube, donc pense à activer la petite cloche pour être notifié dès que j'en sortirai une nouvelle. Et évidemment, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker. Alors, on commence par une question de Yanis qui me demande si on peut devenir fou à cause des pensées ruminantes. Alors, les pensées ruminantes, c'est un petit peu comme les pensées irrationnelles, les pensées anxiogènes, c'est toutes ces pensées qui vont être là au cours de la journée à nous dire attends, t'as mal au bras gauche, est-ce que tu vas faire une crise cardiaque? T'as mal à la tête, est-ce que tu vas faire un AVC? Toutes ces choses-là qui vont toujours ruminer dans notre tête avec des choses négatives, donc ce qu'on appelle, vous savez, le mental. Pour répondre à cette question, j'ai vécu avec des pensées irrationnelles et ruminantes pendant 8 ans de ma vie d'angoisse et d'anxiété. Aujourd'hui, je n'ai ni fait de crise cardiaque, ni d'AVC, je ne suis pas devenu fou. Toutes les pensées que je pensais tellement réelles au moment où ça allait arriver, par exemple, je vous prends l'exemple de ma phobie principale qui a été de tomber dans les pommes, de faire un malaise. Je ne suis jamais tombé dans les pommes durant ces 8 années de crise d'angoisse. Alors pourtant, des fois, je pensais vraiment que ce jour-là, ok, c'est largement pire que les autres jours. Là, Benji, tu vas vraiment tomber dans les pommes. Ça n'est jamais arrivé. Donc je pense que non, on ne peut pas devenir fou à cause de ça. C'est simplement elle-même cette pensée, une pensée irrationnelle, la peur de devenir fou. Donc absolument, tu peux te rassurer par rapport à ça. Ou alors, je suis devenu fou et je ne le sais pas, mais je pense pas. Deuxième question, quel est mon parcours scolaire? Alors j'ai un parcours scolaire relativement simple, à part évidemment au début de mon collège où j'ai dû faire un petit peu des cours en distanciel à cause de mes angoisses. Mais sinon, en termes de parcours, j'ai fait mon collège et mon lycée en matière générale. Et c'est ensuite après le lycée où j'ai fait une matière pro, donc j'ai fait un bac pro vente. Et dès que j'ai terminé mon bac pro vente, j'ai enchaîné directement sur le marché du travail. Prochaine question de Myriam, qui est canadienne et qui fait d'ailleurs partie de la formation Plus peur de la peur, qui me demande c'est quoi tes meilleurs trucs pour pas trop penser avant de dormir. Déjà, il faut savoir qu'il y a un lien avec ce que tu as fait dans la journée. Évidemment, si tu as une journée assez ennuyante, tu n'as pas fait forcément de choses, tu n'es pas sorti, tu n'as pas fait d'activité physique, le soir, tu vas avoir encore beaucoup d'énergie et donc des difficultés à t'endormir. Alors que si à l'inverse, tu as eu une journée productive où tu as fait du sport et derrière, tu es forcément fatigué physiquement, le soir, tu vas évidemment et naturellement avoir beaucoup plus de facilité à t'endormir. Après, j'avais mis d'autres techniques en place pour éviter de trop penser et m'endormir plus rapidement. Par exemple, regarder des vidéos sur YouTube, que ce soit de Cédric Michel, des méditations guidées, ou alors plutôt de l'ASMR ou des sons de pluie, des sons qui pouvaient me relaxer et sur lesquels je pouvais me concentrer au lieu de me concentrer sur les pensées que j'avais dans la tête. Pendant une longue période, je me suis endormi avec un bruit de fond, donc que ce soit une vidéo, une musique, quelque chose vraiment qui faisait un bruit ambiant et sur lequel je pouvais me concentrer pour éviter de trop penser. Prochaine question, comment on peut voir le positif avant le négatif? C'est une excellente question et je pense que c'est très complexe à répondre à ce genre de questions. Je pense pas que de premier abord tu vois le positif directement. Même les gens ultra positifs, je pense pas qu'ils voient directement le positif. Tu sais, tu as le mental qui automatiquement, même inconsciemment, va te balancer des infos qui sont assez négatives. Par contre, évidemment, ce que tu as le contrôle de faire, parce que forcément recevoir toute cette énergie négative, toutes ces pensées négatives, tu ne les contrôles pas forcément. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est transformer ce négatif en positif. Et ça, évidemment, il y a plein de techniques différentes. Je pense que je pourrais faire une vidéo de 3-4 heures pour expliquer le sujet. Mais globalement, il faut que tu dézoomes la situation, que tu prennes de la hauteur et que tu relativises par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors je sais qu'encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je sais que ce qui aide énormément à faire tout ça, ça va être les affirmations positives. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo ciblée sur ce sujet parce que je pense que c'est super intéressant à creuser un petit peu. Une question de Nina qui me demande qu'est-ce qui a déclenché mes crises d'angoisse? Est-ce qu'il y a eu un facteur? Alors, j'ai eu une très belle enfance, j'ai pas eu forcément de traumatisme, j'ai pas eu d'éléments choquants, si ce n'est ma première crise d'angoisse. La première crise d'angoisse est certainement celle qui m'a le plus choqué. Pour vous expliquer rapidement, j'avais pris un médicament qui est un Vogalib pour éviter d'avoir envie de vomir parce que j'avais certainement trop mangé durant la journée. Et il faut savoir que j'étais intolérant à ce cachet. Et sachant que même sans être intolérant, vous savez, il y a le petit pictogramme qui va vous dire ne prenez pas la route puisque vous allez certainement avoir un petit peu de vertige ou des gros coups de fatigue. Alors forcément, moi qui suis intolérant, j'ai ressenti tout ça x10. Donc là, j'ai commencé à ressentir les vertiges, j'ai commencé à avoir la vue qui était un petit peu trouble, j'entendais bizarrement, je sentais plus mes mains, les mains moites. Tout était extrêmement bizarre et ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais perdre connaissance et même voire pire que ça, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et ce qui s'est passé en fait dans le futur, c'est que dès que mon cerveau allait ressentir un des symptômes que j'avais ressenti ce soir-là, donc que ce soit les vertiges, que ce soit un coup de fatigue, que ce soit de la nausée, peu importe, mon cerveau allait se rappeler de tout ça et j'avais lancé le cercle vicieux de peur de la peur. Donc au final, dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes, ça n'a pas vraiment été un traumatisme qui m'a déclenché tout ça, ça a vraiment été l'angoisse qui s'est auto-alimentée. Prochaine question de Léa, qui est une question très intéressante. Quelle est la chose qui a réussi à te faire perdre littéralement tous tes moyens? Je dirais que la réponse englobe beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que déjà la crise d'angoisse m'a beaucoup fait souffrir, mais à côté de ça, il y a aussi l'aspect social, c'est-à-dire que forcément, dès que mes potes me disaient est-ce que tu peux venir ici, est-ce que tu peux venir faire ça avec nous? Et c'est souvent que je refusais et que je m'inventais des excuses justement pour pas aller à ce genre d'événement
parce que justement je m'en sentais pas capable à cause de mon angoisse et mon anxiété. Donc forcément à côté de ça tu perds énormément en confiance, tu développes énormément la peur du regard des autres et forcément tu es un petit peu coupé de la vie sociale, donc émotionnellement c'est très dur, tu culpabilises beaucoup. Et je sais que ça a été un petit peu le trop-plein lorsque j'ai été au pic de mes angoisses, c'est-à-dire que je pouvais plus aller nulle part, que j'avais beaucoup moins d'amis qui forcément comprenaient ce que je vivais, donc c'était vraiment une période vraiment pas facile à ce pic là. Salut Benji, j'ai une question, pour t'en sortir, as-tu eu recours aux médocs, antidépresseurs, anxiolytiques ou autres? Il faut savoir que je n'ai absolument jamais pris de traitement médical, les seules choses que j'ai pu prendre à la limite c'était des choses 100% naturelles, que ce soit les fleurs de bac, donc le rescue, l'homéopathie, ou évidemment après c'était le sport, les choses comme ça que je considère aussi comme quelque chose de naturel et qui aide énormément. Mais non, j'ai jamais pris de médicaments parce que j'avais un petit peu peur de tomber dans une forme de dépendance, j'avais peur de prendre des médicaments tous les jours et de ne pouvoir jamais m'arrêter, de vraiment me servir d'une béquille à vie et de ne pouvoir jamais m'en séparer. C'est vraiment ce qui me faisait peur et c'est pourquoi j'ai toujours refusé de m'en sortir. Et contrairement à ce que disent énormément de personnes, oui, on peut se sortir de l'anxiété et de l'angoisse absolument sans aucun traitement médical, ok? Prochaine question de Matt, que faire lorsqu'on ne veut plus penser à quelque chose mais que la pensée reste dans la tête? Alors je pense qu'il est extrêmement difficile, même voire impossible de stopper ses pensées, d'arrêter de penser et de le choisir surtout d'arrêter de penser. Par contre ce qu'on peut faire, c'est focaliser nos pensées sur autre chose, ça on a le contrôle. Donc je dirais qu'aujourd'hui pour arrêter de penser à quelque chose, c'est surtout pas se dire ok il faut que j'arrête de penser à ça parce que forcément plus je vais vous dire de ne pas penser à un éléphant rose, plus vous allez penser à un éléphant rose, même moi je viens d'y penser. Mais vous avez compris l'idée, l'idée est d'enlever l'hypervigilance que vous avez face à vos pensées, de mettre votre focus dans autre chose, donc que ce soit un sport, un loisir, discuter avec vos amis, sortir avec vos amis, peu importe, quelque chose qui vous enlève cette hypervigilance et qui vous stimule. Prochaine question qui est vraiment intéressante, c'est comment les parents peuvent aider au mieux un ado? Je dirais qu'il y a deux principes fondamentaux à mettre en place, c'est de 1 la communication et de 2 la compréhension. Forcément que c'est extrêmement dur pour une personne qui n'a jamais vécu d'anxiété, de crise d'angoisse, de dépersonnalisation, de comprendre une personne qui en vit. Par contre, ce qu'on peut faire, et là où on a le contrôle, ça va être de chercher à comprendre ce que la personne ressent, chercher à ce que la personne nous parle, vraiment être une personne de confiance pour cette personne. Donc des fois, la meilleure aide qu'on peut avoir, c'est pas forcément donner des conseils, donner des méthodes, des thérapies, des choses comme ça. Des fois, c'est simplement l'écoute. Une personne angoissée et anxieuse a besoin d'énormément d'écoute et je pense que ça, c'est la faculté numéro 1 que peut avoir un parent et je pense que c'est à ça qu'il faut penser en premier. Prochaine question, ta première vraie sortie après toutes tes crises d'angoisse. C'est assez difficile de répondre à cette question parce que si tu veux, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que je suis pas passé d'un seul coup de cette personne qui était bloquée chez elle à ne rien faire, à directement rentrer dans des centres commerciaux, des restaurants, etc. Ça a vraiment été crescendo, step by step. Donc je dirais qu'au début, j'ai réussi à petit rentrer dans des petits supermarchés, toujours accompagné de mes parents ou d'un ami. Après petit à petit dans des plus gros supermarchés, jusqu'à rentrer dans des centres commerciaux, jusqu'à y aller tout seul. Après j'ai réussi à prendre l'avion en étant tout seul sur un vol de 8 heures. J'ai réussi à faire vraiment énormément de choses que avant j'aurais trouvé impossible au moment de mon anxiété. Et encore une fois, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, aujourd'hui ça va faire 3 ans que je ne ressens absolument plus rien de tout ça. Je vis vraiment ma meilleure vie, je peux aller dans des événements, des boîtes de nuit, prendre l'avion, j'ai fait une vidéo où je faisais du planeur. Toutes ces choses-là, c'est des choses où avant, je me trouvais incapable de les faire et maintenant, c'est clairement naturel pour moi. Prochaine question, est-ce que j'ai déjà fait des tentatives? Il faut savoir que je n'ai absolument jamais eu de pensée noire, jamais eu envie de faire des tentatives. Par contre, comme tout à l'heure, on parlait que j'ai été vraiment à un pic de mes angoisses où vraiment mes angoisses étaient au maximum, les symptômes étaient au maximum, j'avais plus forcément de vie sociale, pas de copines, très peu d'amis, c'était très difficile à cette période-là. Et je me souviens avoir dit à ma mère, sans trop savoir pourquoi, écoute maman, j'ai déjà pensé à en finir. Et avec le recul, je sais pas vraiment pourquoi j'ai dit ça parce que je sais très bien que je l'aurais jamais fait. Je pense que surtout c'était un appel à l'aide. Et le fait, je me souviens d'avoir vu le regard triste de ma mère une fois que je lui avais dit tout ça, ça m'a vraiment beaucoup peiné. Et c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai eu vraiment le déclic de me dire ok, par n'importe quel moyen possible, je m'en sortirai, je veux faire quelque chose de ma vie, je veux être libre, je veux vivre la même vie que mes potes vivent actuellement, je veux faire tout ça. Donc pour répondre précisément à ta question, non, je n'ai jamais fait de tentative et je pense que je l'aurais jamais fait. Je pense que j'ai surtout fait ça inconsciemment, un petit peu comme un appel à l'aide pour justement me provoquer ce déclic. Si je devais donner un conseil à une personne avec la phobie de vomir, ça serait quoi ? Bah écoute, la phobie de vomir, c'est quelque chose que j'ai eu pendant très longtemps. J'ai d'ailleurs mis plusieurs techniques en place pendant longtemps. Tu sais, sur mon sac à dos, tu sais, t'as une petite poche à l'avant. J'avais une petite poche en plastique à l'intérieur pour me dire en fait, mais si jamais je dois vomir, tu sais quoi, ok, je vomirai, je prends juste ma poche et je vomis dedans parce que je voulais pas vomir par terre ou devant tous les autres. Donc je m'étais toujours fait cette idée de me dire, ok, je mets toujours une poche que je trimballe toujours avec moi au cas où. Je tiens également à rajouter que d'ici pas longtemps, je vais sortir une longue série de vidéos dans laquelle je vais vraiment parler en détail de chaque symptôme. Donc que ce soit l'hémétophobie, la phobie de vomir,
ou alors les vertiges, la déréalisation. Je vais vraiment faire une série complète pour que chacun puisse trouver une solution à ces symptômes. Donc pense à t'abonner et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les vidéos. Bon, le temps passe super vite, on est déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions ou des questions auxquelles j'ai pas forcément répondu, n'hésitez pas à les poser juste dessous dans la section commentaires et j'y répondrai pourquoi pas dans une prochaine vidéo FAQ. Et si vous aussi, à votre tour, vous voulez vous libérer de votre anxiété, de vos crises d'angoisse et de votre dépersonnalisation, je vous ai filmé 3 vidéos 100% gratuites qui vous expliquent étape par étape comment faire. Vous pouvez y accéder directement dans la description. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je fais un post par jour pour vous aider à vous libérer de votre anxiété. Le lien est également dans la description. Encore une fois, si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est dédié à ça. Je lirai et je répondrai à chacun de vos commentaires. Je vous souhaite beaucoup de force. Prenez soin de vous. C'était Benji. Ciao.